Et donc, on se retrouve dans quelques secondes pour notre prochaine table ronde. Alors, cette table ronde a pour thème « Vaincre les freins et maximiser l'impact ». Et donc, nous allons effectivement essayer de nous saisir d'enseignements clés, d'expérimentation et de conseils pour l'action. Donc, j'invite à me rejoindre Marie-Claude Boiteux. Vous êtes présidente de la Fédération française de la peau. Karine Sitt, donc dirigeante de Racines Communes. Vous êtes la fondatrice de Yagora, donc le premier festival citoyen sur l'intelligence artificielle. Nathalie Gatelier, cofondatrice de La Fabrique du Nou. Bonjour à vous. Et à distance, donc Tony Bernard, donc le directeur général d'Impact Tank, que l'on retrouvera donc dans quelques minutes, mais il sera avec nous, je le pense. Madame Boiteux, je me tourne vers vous, donc pour résumer très brièvement votre parcours extrêmement enrichissant. Vous avez créé il y a 23 ans la première association qui a été entièrement dédiée donc à la maladie à la cutis laxa, donc qui est une maladie rare de la peau. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire brièvement comment est-ce qu'il est possible donc de fédérer les attentes à un niveau international face à une maladie aussi rare? Bonjour tout le monde, merci Pfizer pour cette invitation. En fait, de tout ce que j'ai entendu tout à l'heure, de partir d'une association pour monter à une fédération et monter à l'international, nous on a fait l'inverse, puisque la cutis laxa est une maladie rarissime. Au moment de la création de l'association, nous n'avions que 10 malades, qui n'étaient pas tous en France déjà. Dès le départ, on avait le Japon, les États-Unis, l'Irlande du Nord et la France. Il a fallu en priorité s'occuper de l'isolement et de la stigmatisation des malades. Aujourd'hui, on a 550 malades. Tous les continents sont représentés, toutes les cultures, toutes les religions. Et donc, ce qui nous relie, c'est la maladie. Et donc, il faut aller au-delà de nos prérequis, de nos priorités nationales et avoir vraiment, comme ça vient d'être dit par M. Beignet, ouvrir son esprit et être accueillant pour tous, parce que le seul point commun, c'est la maladie. Alors, je ne vais pas détailler, vous savez que je suis très bavarde, alors je vais m'arrêter là. Mais quand on est face à une maladie aussi rare que celle-là, si on veut être entendu, si on veut apporter un bénéfice aux patients, c'est impossible, vraiment impossible de le faire tout seul. Le seul moyen de faire entendre la voix de ces patients, c'est d'être dans l'union, la collaboration et travailler à toutes les strates. C'est-à-dire qu'il faut travailler au national, il faut travailler d'abord au communal, régional, national, européen et international, puisque nos malades, ils sont partout dans le monde. Donc, c'est vraiment la priorité des priorités, c'est de réunir tout le monde et de ne pas travailler seul en tant qu'association, c'est-à-dire travailler avec tous les acteurs du domaine dans lequel on est, donc dans le cas de la cutis laxa, qui est une maladie identifiée dans les maladies dermatologiques. C'était une évidence qu'il fallait faire partie de la Fédération française de la peau, parce qu'il y a des sujets transversaux. La Fédération française de la peau représente 25 maladies, 25 associations différentes et est regroupée en 3 collèges. Il y a les maladies rares, les prévalences réduites et les prévalences fortes. Certes, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a certainement pas tous les mêmes objectifs. Par contre, on a des sujets transversaux que pour différentes raisons, on ne peut pas travailler seul. Maladies rares, on ne peut pas parce qu'on n'est pas entendu, on ne représente pas assez de malades
entre parenthèses, pas assez d'électeurs, il faut le dire. Une association forte prévalence, elle a beaucoup de malades dont il faut s'occuper, donc il y a des sujets qu'elle n'a pas forcément le temps de traiter. La fédération, elle va pouvoir travailler sur ces sujets transversaux. Comme exemple, on a travaillé avec la CNSA sur la création de guides pour faire valoir ce qu'est le handicap peau au sein des MDPH. Ce n'est pas nous, individuellement, qui pouvions le faire. Ce n'est que dans ce travail collectif qu'on a pu sortir ces guides qui sont utiles pour chacune des associations membres de la FFP. Alors effectivement, mais donc si on reste sur le sujet national, comment est-ce que vous réussissez à vous faire entendre au sein de la FFP? Comment est-ce qu'on peut garder, défendre les spécificités qui sont liées à la maladie, à l'association elle-même? Alors, le plus important, quand on travaille dans cette idée de collectif et de fédération, il faut être très attentif à conserver son identité propre. Comme je le dis souvent, il ne faut pas se moutoniser. Ce n'est pas parce qu'on est dans une fédération qu'on doit obligatoirement être dans le flot comme des moutons. La priorité reste les statuts de sa propre association. Mais dans le travail en commun, on va pouvoir identifier qu'est-ce qui est transversal, qu'est-ce qui nous unit, qu'est-ce qui va valoir le coup d'être porté par la fédération, justement pour avoir une meilleure écoute. Tout seul, moi en France, je représente 40 malades. La fédération représente 25 associations de malades, des maladies rares aux plus fortes prévalences, c'est-à-dire il y a le psoriasis, il y a l'eczéma. Donc on a un poids social qui n'est pas le même. Et c'est ça qui nous permet de porter nos plaidoyers. C'est comme ça qu'on a pu écrire une contribution à la révision des PRS l'année 2023, dans laquelle on a également embarqué les autres acteurs du monde de la dermato. On avait la SFD, on avait le syndicat des dermatologues, on avait l'association des futurs dermatologues, etc. C'est comme ça qu'on a un poids et qu'on porte vers les institutions le plaidoyer de nos malades. Merci, merci beaucoup. Je pense qu'il y aura aussi de nombreuses questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat et donc nous les poserons au terme de nos échanges. Karine Sid, je me tourne vers vous. Ce qui nous paraissait important comme question, c'est comment est-ce que l'on donne davantage d'ampleur aux actions donc, qui sont portées par les associations, tout en renforçant la capacité d'agir des personnes elles-mêmes, des personnes concernées. D'abord, bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir ici. Je pense que pour faire grandir une association, en fait, il y a plusieurs moyens. Il y a un moyen qui est vraiment le moyen organique, c'est-à-dire qu'une association va se déployer peut-être géographiquement à travers d'autres antennes et ainsi en fait étendre sa présence pour pouvoir toucher d'autres types de populations. Donc ça, c'est vraiment une croissance, on va dire, par essaimage assez classique. Après, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, des équipes, des ressources. Et du coup, l'équipe cœur se retrouve vite dans un rôle de management peut-être un peu plus éloigné du coup des patients là en l'occurrence ou des usagers. Il y a un autre modèle qui est celui du partenariat. Donc, on peut aussi trouver voilà, des associations qui ont un cœur d'activité qui est proche du coup du nôtre, avec des communautés qui vont adresser, qui sont aussi proches des nôtres, et en fait proposer une complémentarité d'offres de services, d'actions qui vont pouvoir donner plus de poids. Et donc ça, c'est un peu plus léger, on va dire, en termes de ressources à déployer. Ça permet vraiment à une association finalement de s'appuyer sur les forces vives d'autres organisations existantes qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà leur communauté, pour pouvoir encore toucher plus de monde. Il y a une autre manière, bien sûr, c'est la digitalisation. La difficulté, du coup, lorsqu'on est en présentiel, c'est qu'on peut toucher, on va dire, une zone de chalandise qui est limitée. Là, je pense qu'il y a aussi des gens qui nous suivent à distance. Donc, c'est vrai que le fait de pouvoir hybrider, en fait, une présence en ligne avec une présence voilà, physique, ça permet aussi voilà, d'atteindre beaucoup plus de monde.
Et enfin, une des dernières stratégies, je pense que c'est s'appuyer finalement sur les communautés d'usagers, d'usagères, de patients, de patientes, pour en faire eux-mêmes finalement des ambassadeurs qui, à leur tour, du coup, vont pouvoir diffuser, propager les actions de l'association en question. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas hésiter à mettre justement ces personnes-là en fait au cœur du réacteur. C'est vraiment intéressant parce qu'à la fois, ça les met en posture de responsabilisation par rapport à l'objet de l'association, et encore une fois, ils peuvent embarquer plus largement leur réseau. La vérité, c'est que pour faire grandir une association, souvent, c'est un peu une hybridation de ces quatre voies-là. Il y en a sûrement d'autres. Moi, je vois alors sur un autre domaine, donc je suis la fondatrice d'Iagora. On est une association qui invite le très grand public à s'approprier les enjeux autour de l'intelligence artificielle. Et nous, finalement, donc on organise un gros festival à Paris. Donc là, on a eu la première édition qui s'est tenue en juin, et donc on travaille sur une prochaine édition. Néanmoins, voilà, on peut pas non plus faire la tournée de toutes les villes de France. On a des moyens et des ressources limitées. Et donc, finalement, on se met aussi un peu en prestation de service, quelque part, auprès des collectivités qui, elles-mêmes, en fait, souhaitent organiser des choses qui sont un peu similaires. Et donc, on vient un peu en renfort pour les aider, finalement, à déployer cela auprès de leur communauté propre. Et enfin, on travaille également, du coup, à la digitalisation de certains programmes. Et sur le côté communauté apprenante, je pense qu'encore une fois, c'est un levier hyper intéressant. C'est un peu comme peut-être que certaines d'entre eux l'ont fait, la fresque du climat, où en fait on va commencer à former des formateurs. Donc les gens qui ont participé montent en fait en compétences, peuvent à leur tour du coup former d'autres personnes, d'autres communautés et les embarquer. Et en fait tout le but, c'est de pouvoir un peu nous désintermédier quelque part et de faire en sorte que, encore une fois dans votre cas plutôt les patients puissent en fait trouver de l'aide en pair à pair. Et nous on est plutôt là pour créer l'occasion de la rencontre, donner les ressources, etc., pour que en fait, eux-mêmes puissent se prendre un peu en main, en faisant le plus possible, on va dire, abstraction de nous en termes d'intermédiaires, et grâce à la communauté apprenante, finalement, de trouver leur voie d'émancipation. Donc, je pense que c'est des voies intéressantes, en tout cas, pour creuser la croissance. Après, il faut bien définir ce qu'on cherche derrière croissance. Donc, voilà, je pense qu'il y a eu des exemples très intéressants ici. C'est pas forcément le nombre du coup de patients qui est touché. Parfois, ça va être la profondeur d'une transformation qu'on aura pu avoir chez une personne. Donc, c'est pas forcément voilà une croissance horizontale, mais ça peut être verticale. Est-ce que finalement maximiser l'impact, c'est toucher le plus de monde, ou toucher une personne vraiment très en profondeur, ou avoir voilà un impact institutionnel avec des actions de plaidoyer, voilà en faisant travailler les lois. Donc parfois, on a un peu l'obsession du coup du nombre. Voilà, c'est aussi lié parfois des contraintes de subvention, de financement, ou voilà, c'est un des KPI. Donc, j'irais de ne pas hésiter à challenger aussi voilà, les bailleurs, les financeurs sur comment est-ce qu'on définit l'impact de nos actions. Très bien, merci beaucoup. Alors c'est vrai, juste au moment où vous parliez de l'importance donc de transmettre de pair à pair, nous avions un commentaire sur le chat qui nous disait il faut davantage mettre en avant la paire aidance. Donc voilà, c'était tout à fait concomitant à vos propos. Merci beaucoup Karine Sitt. Nathalie Gatulier, je me tourne vers vous. Vous allez également nous parler d'hybridation et notamment donc d'hybridation donc des care-lieux. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'est un care-lieu ? Un care-lieu. Voilà, c'est quoi ? C'est un terme un peu complexe pour désigner quelque chose de très simple. Ce sont des lieux du soin, des lieux qui accueillent aujourd'hui des personnes vulnérables. Donc ça peut être des personnes âgées comme des EHPAD, ou bien des lieux qui accueillent des femmes victimes de violences. Donc tout lieu qui accueille des personnes vulnérables, qui fait le choix de l'ouverture à d'autres publics. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure, vous disiez... Le diable est dans les cloisons. Je crois que c'est tout à fait vrai. Le diable est dans les cloisons, vous le disiez aussi. Jean-Paul Sartre disait « l'enfer, c'est les autres ». Et bien en fait, ces lieux, ils ont pris le contre-pied, et pour eux, la solution, c'est les autres. Je vais vous donner un exemple très concret de ce terme très abstrait. Donc, par exemple, un EHPAD absolument magique qui est situé à Marseille, qui s'appelle le Jardin d'Haïti, et qui a tout fait pour que les résidents rencontrent un maximum de personnes au cours de leur journée. Donc vous avez à l'intérieur de cet EHPAD une crèche. Donc tous les matins, il y a 10 petits gamins qui déboulent sur les genoux des personnes âgées. Vous avez un espace de coworking, vous avez des jeunes du quartier qui viennent travailler au sein de l'EHPAD. Donc la décoration est super, très chaleureuse, ça donne vraiment envie. Tous les lundis, vous avez un chef étoilé qui fait la cuisine dans la cantine de l'EHPAD. Donc vous avez plein de gens du quartier qui se disent « Tiens, on va se faire une bonne bouffe, on va aller déjeuner à l'EHPAD, ça va être bon ».
Vous avez l'école de violon qui apprend le violon aux gamins le jeudi soir. Vous avez à l'étage des jeunes étudiants de médecine qui dorment là gratuitement, qui sont logés gratuitement ici, et en contrepartie, ils doivent juste échanger avec les résidents. Donc c'est gagnant-gagnant. Je ne paye pas de loyer et je donne 5 heures par semaine aux résidents. Bref, tout est fait pour que dans une journée, les résidents ils rencontrent un maximum de personnes, du plus jeune, des étudiants, l'école aussi, l'école à côté vient faire classe. Et ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est juste un exemple, il en existe bien d'autres, mais le temps nous est compté, c'est qu'à la fois, on note un bien-être pour les résidents qui... en termes d'anxiété, de médicaments, par rapport aux autres EHPAD, on est bien en deçà. Sur aussi les indicateurs RH, je crois que c'est un des rares EHPAD qui a 0 turnover, ce qui est rare, 0 absentéisme, ce qui est rarissime aussi. Donc il y a une fidélisation et une joie des salariés de travailler là. Ils nous disent, nous, tous les jours, on est témoins de rencontres belles, fortes, puissantes, et ça nous donne le sourire, on a envie de venir. Et troisième bénéfice, au-delà de ces impacts RH, c'est un impact évidemment économique, donc lié aussi au fait qu'il n'y ait pas d'absentéisme et de turnover, mais aussi lié au fait qu'il y a beaucoup du coup de bénévoles qui viennent dans cet EHPAD sans s'en rendre compte qu'ils sont bénévoles. Mais voilà, le coworker qui vient, en général, s'il y en a une qui tombe, il va aider. On a du mal à porter un plateau, forcément il va aider. Et donc ils ont plein de petites mains finalement qui toute la journée sont là, qui ne rémunèrent pas et qui sont des formes de bénévolat. Et donc ça, on trouve très intéressant comme modèle, ces lieux du soin qui font le choix de l'ouverture, et on voit bien tous les bienfaits. Donc il y a d'autres lieux qui font ça, hein, des lieux de femmes victimes de violences, ou bien avec des lieux qui accueillent des réfugiés. Et peut-être que des hôpitaux font ça aussi, ça doit exister. Mais on pense que il y a une tendance de fond, comment on pourrait accompagner tous ces lieux du soin, tous ces lieux du care, à devenir des tiers-lieux. Donc on a appelé ça des care-lieux, c'est un nom de code pour l'instant. Et donc voilà. Mais écoutez, merci beaucoup tout d'abord, et est-ce que vous pensez donc qu'il y a une place peut-être pour les associations de patients dans ces care-lieux? Et je vais peut-être faire le lien avec là aussi un commentaire à distance qui est le problème de faire adhérer donc des patients à une association. Donc voilà, peut-être que là aussi le fait que ces associations de patients investissent des care-lieux, ça permettrait de leur donner peut-être plus de visibilité et de maximiser leur impact, là aussi, peut-être? Alors, ces care-lieux, ils ne sont pas très, très nombreux. Ces tiers-lieux, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas si nombreux que ça. Après, peut-être dans une logique vraiment de démultiplication, il y a une initiative qui est intéressante et qui peut-être intéresser les associations de patients. Je suis désolée, je connais très, très mal votre univers, donc peut-être que le parallèle ne va pas du tout. Mais je pense à ces écoles, elles sont nombreuses en France, à avoir décidé d'ouvrir leur cantine à des personnes fragiles du quartier. Donc aujourd'hui, elles le font avec des personnes âgées. Il y a des cantines scolaires qui disent tous les jeudis à midi, toutes les personnes de plus de 70 ans qui sont dans mon quartier et qui sont seules peuvent venir déjeuner à la cantine. On pourrait imaginer qu'elles ouvrent ça aussi à des personnes, à des patients, à des personnes malades. Et il y a beaucoup d'écoles qui sont intéressées par ça. Il faut savoir que dans le projet d'établissement d'un certain nombre d'écoles, il y a cette idée d'ouverture aux autres. Ça fait partie de l'éducation des enfants et c'est un pilier majeur de l'enseignement. C'est comment on apprend à vivre ensemble. Et donc les écoles sont très intéressées par tous les projets qui favorisent l'ouverture avec des personnes âgées, avec des personnes handicapées, avec des personnes d'autres nationalités, d'autres cultures, et sont souvent très friands de ce genre d'initiative. Donc ça peut être gagnant-gagnant, des personnes malades qui sont seules. Vous disiez l'isolement, c'est un drame. On sait que la solitude, ça touche beaucoup de monde. C'est l'équivalent de 15 cigarettes par jour, selon je ne sais plus quelle étude. Et en termes de maladies cardiovasculaires, c'est vous les spécialistes. Mais apparemment, il y a un effet, une corrélation forte entre les deux. Donc ça peut être effectivement un angle. Et peut-être, pour finir et terminer là-dessus, un projet qui peut peut-être aussi résonner avec le monde de la santé. Donc nous, la Fabrique du Nous, pour faire une micro-page de pub, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fabrique des rencontres entre des mondes différents pour essayer de lutter contre la défiance dans la société. C'est ça notre obsession. Donc on a une espèce d'incubateur de projets qui recrée du lien dans la société. Si ça vous intéresse, on a un site, lafabriquedunous.fr. Vous verrez la douzaine de projets qui en
en cours. Et l'un d'eux est un projet qu'on a initié pour essayer de toucher 2 populations qui sont hyper seules, très très seules. Donc d'un côté les personnes âgées, mais là aussi je pense que ça pourrait être aussi des personnes malades, on pourrait imaginer la même chose. Et de l'autre des détenus de prison. 60% ont aucun lien avec l'extérieur, c'est un drame. Donc si les personnes âgées sont seules, les détenus sont aussi très seuls. Et on s'est dit, si on faisait de 2 problèmes une solution, et on a imaginé des conversations téléphoniques entre des détenus qui appellent des personnes âgées. Donc ils s'appellent pendant des heures et des heures, il y a des liens d'amitié qui se tissent. Et ça se passe bien, il n'y a pas eu de cambriolage, il n'y a pas eu de... Tout va bien, je vous rassure. Tout le monde est vivant, en tout cas pour l'instant. Donc les détenus sont à Nantes, les personnes âgées sont plutôt dans le sud de la France, donc il y a peut-être un éloignement géographique. Mais bon, en tout cas, de toute façon, toutes les conversations sont écoutées. L'administration pénitentiaire, c'est psychopathe. Veille. Donc ils font très attention à tout ça. Et voilà, donc je ne sais pas, mais on pourrait imaginer aussi demain que voilà, des malades qui sont seules, une personne malade seule chez elle, soient appelées aussi par des détenus. Ils sont hélas nombreux et sont très très heureux de se sentir utiles et de se dire tiens, aujourd'hui j'ai téléphoné pendant 1 heure à une personne âgée, j'ai été son soleil et je vous assure qu'ils se battent tous pour faire ces conversations téléphoniques. Il y aura un article du journal La Croix bientôt sur ce projet, si ça vous intéresse. Merci. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir partagé ces très beaux projets, très inspirants. Et je propose maintenant que l'on aborde un dernier sujet majeur, donc avec Tony Bernard. Je pense, Tony, voilà que vous nous entendez. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à distance à ce forum patient. Donc, je rappelle que vous êtes directeur général d'Impact Tank. Et comme première question, pour que tout le monde soit bien au même niveau, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est et à quoi sert une mesure d'impact brièvement, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Et avant de commencer, toutes mes excuses à l'équipe organisatrice. Je devais être parmi vous et j'étais content de rencontrer les personnes qui sont autour de la table ronde, autour du panel, et en particulier Nathalie, parce qu'on travaille avec l'Afrique du Nou et je n'ai jamais rencontré Nathalie. Mais je suis souffrant aujourd'hui. C'est peut-être comment dire, une coïncidence malheureuse de participer au Forum Patient et d'être souffrant aujourd'hui. Ma petite fille m'a refilé sa maladie du week-end. Donc, quelques mots sur, en effet, à quoi sert la mesure d'impact. D'abord, l'impact est un mot qui est très utilisé par le monde, bien sûr, de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, le monde associatif, mais de plus en plus, qui sont des pionniers de l'innovation sociale, mais aussi le monde de l'entreprise, le monde de l'investissement à impact, depuis l'initiative de Place, Finance for Tomorrow, qui a posé une définition assez rigoureuse sur l'investissement à impact. Bref, un mot qui est sur toutes les lèvres, mais il va avoir des connotations différentes. Et donc, l'enjeu de l'existence de l'Impact Tank, qui est un think tank dédié à la mesure d'impact, c'est de poser, dans tous ces travaux de recherche, une définition commune qui réunisse des acteurs très différents qui ne parlent, qui sont comment dire, qui ne travaillent pas forcément ensemble pour être d'accord sur ce que signifie l'impact, comment est-ce qu'on le mesure. Peut-être très rapidement, dans l'ESS, l'impact aura plutôt une connotation positive, c'est pour illustrer, et vous comprenez ce que je veux dire, une connotation positive. L'enjeu, ce sera d'identifier et de mesurer les changements liés à un projet pour les parties prenantes qui sont concernées. En l'occurrence, par exemple, si je reprends l'exemple de Nathalie juste avant moi, les parties prenantes sont les personnes seniors et les détenus, en s'appuyant sur des méthodes issues des sciences sociales, à la fois qualitatives et quantitatives. Mais dans l'industrie, quand on parle d'impact dans l'industrie, on parlera plutôt d'impacts environnementaux d'ailleurs, avec une connotation négative. L'enjeu là, c'est de quantifier les modifications de l'environnement et limiter ces impacts environnementaux avec des méthodes issues des sciences de l'ingénieur. Dans l'évaluation des politiques publiques, on travaille beaucoup aussi sur l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation d'impact, ce sera à travers notamment des groupes de comparaison, d'établir un lien de causalité entre un programme et un effet potentiel sur les bénéficiaires. Et dans le monde de l'entreprise, puisque c'est Pfizer qui nous reçoit, on parlera d'impacts sociaux et environnementaux avec
l'enjeu plutôt d'adopter un comportement transparent, de respecter les réglementations en vigueur, même si la RSE a quand même beaucoup avancé, beaucoup évolué. On parle aujourd'hui de facteurs de performance globale de l'entreprise. C'est plus seulement un supplément d'âme. De plus en plus, la RSE est complètement intégrée dans la stratégie globale de l'entreprise. Donc, des termes qui sont très différents. Nous, à l'Impact Tank, on parle d'impact social pour signifier des effets qui sont produits par une action sur donc, les parties prenantes en réponse à un besoin social identifié. Mais il faut identifier ce besoin social. Et ces effets peuvent être positifs, négatifs, directs, indirects, de court ou de long terme, ils peuvent être attendus et inattendus. Et à quoi ça sert de faire de la mesure d'impact? D'abord, ça permet de donner des clés de compréhension de ce qu'on fait et pour améliorer son action. Mesurer, c'est pour piloter son impact et l'améliorer. C'est pour rendre compte auprès des parties prenantes internes ou externes, ça dépend si on est une association, si on est financé, ça peut être aussi rendre compte auprès de ses financeurs. Ça doit répondre à un enjeu de pédagogie aussi et de communication sur le sens de ce que l'on fait. Et dans tous les cas, la mesure d'impact, elle doit être intégrée à la prise de décision. Ça ne sert à rien de mesurer l'impact d'un programme ou d'une organisation si on ne se sert pas des résultats pour prendre une décision. Et ça peut être le fait de démultiplier son impact, donc de changer d'échelle. Hein. J'ai entendu dans les propos qui me précédaient des exemples de projets qui ont été démultipliés dans d'autres territoires en plus grand, etc. Et donc, c'est à partir d'une mesure d'impact et d'indicateurs, de données, de métriques standardisées qu'on peut passer à l'échelle des initiatives qui fonctionnent localement pour qu'elles aient un impact plus global. Voilà à quoi sert une mesure d'impact. Très bien. Et peut-être, si vous le voulez bien, en quelques mots, quels conseils vous pourriez nous donner pour intégrer une mesure d'impact efficacement dans une prise de décision, ou peut-être nous signaler un écueil à éviter? Sur la méthode de manière très, très synthétique, on peut, à l'Impact Tank, on résume souvent en 4 points lorsqu'on introduit dans le groupe de travail la notion auprès des entreprises et des partenaires qui sont avec nous. D'abord, il faut pouvoir établir une stratégie d'impact en réponse à un besoin sociétal. Donc, on identifie le besoin sociétal et on identifie dans son organisation, son asso ou son entreprise, les leviers générateurs d'impact. Ça peut être pour une entreprise, si elle a une raison d'être, par exemple, ça peut être sa raison d'être, le levier générateur d'impact. Ça peut être, si on n'a pas, ça peut être les ODD, les objectifs de développement durable. Et donc, on identifie les leviers générateurs d'impact directement en lien avec la stratégie de l'entreprise et en considérant l'intégralité de la chaîne de valeur. Ensuite, on priorise son action, on se fixe des objectifs en fonction des effets qu'on veut rechercher et en fonction des données de comparaison qui existent, des standards reconnus, etc. Puis, en interne, on formalise sa théorie du changement. C'est très jargonneux, théorie du changement. L'idée, c'est que, en fait, à chaque impact visé, du genre, on veut améliorer le bien-être des détenus, pour reprendre cet exemple. On veut réduire l'isolement des seniors. Pour chaque impact visé, on relie les ressources qu'on met à la disposition. On a recruté quelqu'un, des heures de formation, que sais-je, et les changements attendus. Donc la théorie du changement, c'est ça en fait. C'est une chaîne de valeur de l'impact. Quelles sont les ressources qu'on déploie, quelles sont les activités qu'on met en œuvre, quel est le résultat qu'on attend et quel est l'impact qu'on attend. Pour vous donner une définition claire, quand on fait une activité, quand on a donné par exemple 1000 heures de formation à des jeunes pour leur permettre de retrouver un emploi, ça ne nous dit rien de l'impact. On ne sait pas si ces jeunes ont effectivement retrouvé un emploi. Et donc, quand une entreprise communique sur ces 1000 heures de formation, évidemment, c'est un bon début, parce que sans formation, il n'y a pas d'impact possible, mais en tout cas, ça ne dit rien de l'impact. Voilà. Ensuite, on met en place en interne un dispositif de suivi-évaluation pour être suffisamment transparent, lutter contre l'impact washing, choisir des données qui soient de qualité, c'est-à-dire précises et complètes, qui soient crédibles, puisque ceux qui prendront la décision ensuite, à la suite de l'étude d'impact, doivent faire confiance à la donnée qu'on leur propose. Elles doivent être ponctuelles, ces données, c'est-à-dire atterrir et venir au bon moment pour prendre la décision. Et elles doivent être, en tout cas, la rigueur des données qu'on propose, elles doivent être en adéquation avec la rigueur et l'importance des décisions et les conséquences qui auront lieu après ces décisions qu'on a. Et si je devais
Et puis évidemment, prendre des décisions ensuite à partir de ces études d'impact et améliorer continuellement ces pratiques. Et puis évidemment, il y a des limites à la mesure d'impact. Alors, nous, on en fait la promotion parce qu'on est convaincus que réunir des acteurs très différents autour d'un enjeu social et de définir ensemble des métriques standardisées, des indicateurs qui réunissent tout le monde, avec lesquels on est tous d'accord, ça permet de porter des messages communs d'ailleurs aussi. Ça permet de proposer des actions de plaidoyer qui sont renforcées par ces indicateurs qui ont été trouvés ensemble. Mais il y a des limites qu'on peut identifier. D'abord, je dirais, tout dépend du sens qu'on donne à la mesure. Si on se lance dans la mesure d'impact tête baissée simplement parce que c'est une exigence de financeurs, ça n'aura pas le même potentiel que si c'est un vrai outil de pilotage, un vrai outil d'amélioration continue des activités. Il ne faut pas que l'obsession de la mesure occulte le sens de ce qu'on fait. Et par exemple, un exemple très concret, l'association Au Captif La Libération, j'avais donné cet exemple quand on avait échangé autour de la table ronde, qui a conçu un outil de mesure d'impact qui sert d'abord aux travailleurs sociaux et aux personnes qui sont accompagnées à évaluer ensemble les évolutions de parcours. Donc c'est très concret, c'est quotidien. Ensuite, ça permet de mesurer l'impact social individuel du travailleur social. Il sait quel impact il a eu auprès des personnes qu'il a accompagnées. Et enfin, de manière consolidée, à avoir l'impact global de l'association. Donc, première limite. Deuxième limite. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, pardon. Je profite que vous toussiez, je sais c'est moche. Et donc, du coup, j'essaie d'aller vite. Mais, donc oui, la problématique de la simplification du réel, c'est-à-dire que les référentiels d'indicateurs donnent des grandes boussoles, mais ne remplacent pas les projets, la mesure d'impact à l'échelle d'un projet dans le territoire. Et donc, c'est reconnaître le caractère à la fois multidimensionnel, très socialement situé des impacts et non agrégeables entre eux. Et donc, c'est utile de standardiser, ça permet de connaître les publics, ça permet de connaître les besoins, mais ça ne remplacera pas, évidemment, les méthodes qui sont élaborées à la suite d'une question évaluative sur un échantillon donné, etc. Et puis enfin, dernière limite que je vois, c'est le risque de détourner, surtout quand on a des associations qui sont petites avec peu de moyens, peu de ressources, détourner les assos de leur action et prendre du temps sur leur action auprès des bénéficiaires pour aller mesurer leur impact. Et donc, c'est jamais sans conséquence de mobiliser des assos en termes de ressources, en termes de compétences, en termes de positionnement vis-à-vis des bénéficiaires. Et puis, elles ne sont pas toutes au même niveau de maturité sur la mesure d'impact. Et attention aussi à ce qu'on appelle le cherry picking, c'est-à-dire à vouloir avoir trop d'effets positifs, on peut aussi être amené à écarter des publics trop fragiles qui ne permettraient pas d'avoir des résultats suffisamment positifs à l'issue d'une mesure d'impact. Ça, c'est un risque assez important et de ne pas tomber dans ce qu'on appelle la performance sociale. Très bien. Merci, merci beaucoup, Tony Bernard. Et merci vraiment d'avoir été avec nous à distance pour nous partager toutes ces informations. Je propose que l'on réponde à quelques-unes de vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main si voilà, vous avez des interrogations, des besoins de précision. Alors, il y a tout un débat dans le chat sur ce qu'est une personne âgée, à partir de quel moment on est une personne âgée. J'ai presque envie de rappeler François Beignet pour qui partage l'expérience de... Non, c'est pas vous, c'est vous qui avez partagé l'expérience de Vif, pardon. Peut-être ça sera un élément de réponse. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Ou sur le chat. Madame, on vous écoute. Oui, merci beaucoup. Et peut-être en complément, Tony Bernard, merci d'être intervenu à distance dans ces circonstances compliquées. Peut-être un mot sur le groupe de travail, justement, sur les patients partenaires qui est en cours impactant et qui peut intéresser nos associations. Oui, oui, tout à fait. Un petit mot. En effet, on a lancé un groupe de travail. D'ailleurs, la rapporteuse doit être parmi vous. Je devais la voir aujourd'hui. Un groupe de travail qui porte sur l'impact de l'engagement des patients, à la fois du partenariat avec eux et de la prise en compte de leur savoir, expérience, vécu, expertise. On a élargi, au départ, on voulait réfléchir sur les patients experts, puis on a élargi, puisque les termes sont nombreux, ils décrivent des situations très différentes, des contextes très différents. Donc, on a élargi à toute action d'accompagnement qui amène un apport positif dans le parcours d'une personne
malades ou en situation de vulnérabilité. Et ça ne se limite pas au périmètre d'ailleurs du lieu de soins, mais ça intègre aussi l'action à domicile, l'aide à domicile, la réinsertion socio-professionnelle et l'expérience quotidienne des malades. Et ce qui est passionnant sur ce groupe de travail, l'idée c'est d'aller s'intéresser à ces initiatives d'engagement des patients, de comprendre comment est-ce qu'elles ont l'impact, pour pouvoir proposer un référentiel d'indicateurs qui mettent d'accord à la fois les associations de patients, les professionnels de la santé, les hôpitaux, les pouvoirs publics qui vont être mobilisés, le ministère de la Santé, etc. Et puis, solidarité également, et puis tous les acteurs en fait, qui participent à ce qu'on appelle la démocratisation du soin. Et les impacts sont visibles à plusieurs échelles, et sur plusieurs parties prenantes, les entreprises, les établissements, les patients, etc. Si je devais en citer 3, vous savez que pour les patients, il y a plein de littérature anglo-saxonne qui montre que ça permet de se sentir mieux, d'avoir un patient engagé dans l'équipe. Ça permet de se sentir mieux, d'avoir davantage confiance en l'avenir. Il y a plein d'études de 2014 de Samson C. à Hong Kong qui le montrent. Ça permet, c'est peut-être des auteurs que vous connaissez, Mark Salzer aussi, qui a montré que ça permet d'être soutenu, d'élargir ses interactions, d'avoir un soutien évidemment moral, émotionnel, et ça permet de se réapproprier son parcours de soins et sa vie. C'est Justin Scalan qui montre combien le fait d'avoir des patients engagés, d'une manière ou d'une autre, permet aux patients qui sont accompagnés eh bien, de se rétablir plus vite. Ça, c'est une première chose. Pour le patient engagé, j'ose pas dire patient expert, partenaire, ressources, coach, etc., quelle que soit la forme. Pour le patient engagé, ça permet, bien sûr, de continuer à se rétablir dans sa nouvelle position de patient. Quand, par exemple, on a un patient expert intégré dans une équipe de soins à l'hôpital, d'abord, on donne du sens à l'expérience qu'on a eue, à l'expérience de la maladie, et puis ça permet de prendre confiance et de continuer à se rétablir et être valorisé, évidemment, par ses compétences. Et puis, à une échelle plus globale, ça, c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est de montrer qu'on peut apporter, du coup, des réponses plus adaptées aux besoins des patients, puisqu'on a apporté le regard des patients experts, des patients engagés, et donc, ça améliore l'efficacité des coûts, des soins, donc ça réduit les coûts des structures, ça diminue le nombre de rechutes, et donc il y a un sujet à aller mesurer l'impact en ce qui concerne les coûts évités pour la collectivité. Et puis, à une échelle encore plus large, au niveau de la société, et ça, c'est des travaux qui vont alimenter cette réflexion, ça permet de réduire les stigmatisations, puisque mener ces expériences, c'est Carole Maubré qui le montre, pas que, mais notamment, permet de davantage inclure la vulnérabilité dans la société, le changement de normes, etc. Et donc, la finalité d'un tel groupe de travail, c'est certes de produire un outil très concret de gestion, en fait, de mesure de l'impact de ces initiatives. Quand on est une asso, une collectivité, un hôpital, on veut suivre l'impact de ces actions, on aura accès à ce référentiel d'indicateurs qui va être construit pendant plus d'une année de recherche, grâce à Pfizer qui est partenaire d'ailleurs. Et ça permet aussi, sur le volet plaidoyer, de pouvoir porter des messages. Par exemple, l'organisation des établissements de santé ne permet pas aux patients de se saisir de leur parcours de soins. Cette phrase, elle peut être renforcée parce qu'on va aller trouver les bonnes données, les bons indicateurs qui montrent que c'est vrai. Et donc, ça renforce évidemment les actions de plaidoyer qu'on peut mener avec ce groupe de travail. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question? Alors, effectivement, il est important de parler de ce groupe de travail. Peut-être rapidement, Madame Boitefin, vous avez dit au début de votre propos qu'il était vraiment important d'agir à tous les échelons et vous avez même cité le niveau communal, départemental, régional. Vous dites, voilà, il faut investir tous les territoires. Oui, alors ça ne se fait pas sans dépenser beaucoup d'énergie parce qu'on le sait tous, ici, le bénévole se fait rare. Donc, c'est un peu toujours les mêmes qui s'y collent. Mais c'est très important. C'est une autre de mes casquettes. Je suis coordinatrice des représentants des patients au sein du réseau européen de référence PO. Là aussi, au niveau européen, on a des actions qui sont différentes de celles du niveau national et il est important que la voix de nos patients soit portée partout. Dans tous les textes aujourd'hui, c'est écrit que les représentants des patients doivent être inclus en amont, en aval de tout ce qui est mis en place. Je ne dis pas que c'est simple à faire. On n'a pas
surtout dans les petites associations, ni les ressources humaines, ni les ressources financières pour arriver à faire tout ce qu'on nous demande. Néanmoins, si nos petites associations disparaissent et ne sont plus partie prenante de tout ce qui se passe, on ne pourra plus parler de démocratie en santé parce qu'il y a plein de voix qui ne seront pas portées. C'est pour ça qu'il faut être vraiment à tous les niveaux. Et dans le cas de Cutis Laxa International, étant une association avec des malades partout dans le monde, je dirais, c'est presque mon obligation morale que le patient Cutis Laxa, qu'il soit aux États-Unis, au Japon ou en Afrique noire, sa voix soit portée de la même manière. C'est pour ça qu'on est aussi membre de Eurordis, membre de Maladies Rares Internationales, présent à Genève quand il y a l'Assemblée mondiale de la santé, parce que c'est pas parce qu'on est rare qu'on ne doit pas être là. Tout à fait. Merci, merci et bravo pour ce message. Et voilà un autre commentaire dans le chat. Les associations devraient davantage intégrer les CPTS. Voilà aussi voilà, une autre manière d'agir. Merci beaucoup à tous les quatre. Nous arrivons au terme de cette table ronde. On vous applaudit. Et avant de vous laisser partir, j'aimerais que l'on découvre la restitution donc graphique et visuelle donc de notre deuxième table ronde. Voilà, donc vous allez là aussi nous dire si vous vous retrouvez dans les messages, fédérer les attentes au niveau international, les tiers-lieux, le choix de l'ouverture, à quoi sert la mesure d'impact. On a vu qu'elle était importante, mais qu'il fallait là aussi savoir l'utiliser et faire grandir une association. Voilà. Bravo, j'entends des bravos, donc merci. Je les partage. Bravo, Joanne.